Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Data Grand Est. Aujourd'hui, nous allons parler Open Data, pourquoi et comment les acteurs locaux ouvrent leurs données. Donc, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est côté région. Et je suis donc accompagné pour ce webinaire par Eric Tudy. Eric Tudy, donc de la DREAL Grand Est, adjoint-chef du pôle SIG et dans l'équipe Data Grand Est. Voilà. Luc Fromm également. Je suis responsable du département atelier de géomatique à l'Eurométropole de Strasbourg. C'est l'équipe qui a en charge tout ce qui est réalisation des travaux de géomatique. Et donc Hervé Vitou. Donc bonjour, je suis Hervé Vitou, chef de projet SIG du département de Meurthe-et-Moselle. Peut-être quelques rappels rapides avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, j'espère, mais bon, toujours intéressant de le rappeler, les jeudis, Adonnez-vous à la donnée, c'est un rendez-vous mensuel qu'on organise dans le cadre de Data Grand Est. Donc, un webinaire tous les premiers jeudis du mois, de 11h à midi, où on parle données. Ce qui me semble important de souligner, c'est que ce sont des webinaires qu'on organise avec votre participation. Donc, pour définir les sujets, pour trouver des intervenants, pour trouver des partages d'expériences et des interventions. Donc, le prochain rendez-vous, ça ne sera pas le premier jeudi du mois, qui tomberait le 2 novembre, mais le 9 novembre. Et on vous donnera rendez-vous sur un sujet qui sera capteurs et données temps réel. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ce webinaire, pour contribuer, soit sous forme d'intervention, soit voilà, pour nous aider à co-construire ce webinaire, il n'est pas trop tard pour vous manifester et puis voilà, pour prendre contact avec nous. Autre élément général, on vous conseille de privilégier le navigateur Chrome. En tout cas, c'est ce qui est indiqué par rapport à l'outil qu'on utilise pour ce webinaire, Livestorm. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, peut-être essayez voilà, de changer de navigateur. Autre élément important, pour les questions, utilisez l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Évitez de poser des questions dans l'onglet chat. Gardez cet onglet plutôt pour discuter entre vous, pour communiquer si nécessaire. Et dernier point, retrouvez les vidéos et les supports de présentation sur le site Data Grand Est et la chaîne YouTube. Alors, peut-être pas à l'issue du webinaire en tant que tel, mais d'ici quelques jours, le temps voilà, qu'on les publie et qu'on les mette en ligne. Donc, je reviens sur le programme. Donc, on aura un programme en 3 temps. Tout d'abord, une présentation donc par Luc Fromm de l'Open Data à l'Eurométropole de Strasbourg, de la démarche Open Data. Ensuite, c'est Hervé Vitou qui nous présentera la démarche qui a été mise en place au niveau du département de Meurthe-et-Moselle. Et enfin, j'interviendrai pour présenter finalement les différentes actions qu'on met en place, qu'on met en œuvre dans le cadre de Data Grand Est pour aider à l'ouverture des données et encourager finalement l'accessibilité des données publiques. Alors, en guise d'introduction, j'ai préparé juste 2 slides que je ne vais pas commenter en tant que tel, mais je pense qu'ils donnent voilà, une image de où on en est en termes d'open data en France. Donc, ce sont des informations, des données qui proviennent de l'observatoire Open Data réalisé par Open Data France. Donc, vous pourrez aller sur leur site pour retrouver ces informations et d'autres informations également. Voilà, donc c'est un état des lieux qui montre pour moi, surtout sans rentrer dans les détails, qu'il y a réellement quelque chose à faire en termes d'ouverture des données, pour respecter la loi, mais pas uniquement pour l'aspect réglementaire, également pour des questions de transparence de l'action publique et pour voilà, encourager la réutilisation de ces données qui présentent un patrimoine et une richesse pour nos structures, mais également pour l'ensemble des citoyens et des entreprises. Autre point qui me semble important en guise d'introduction, c'est d'indiquer que finalement l'open data, ce n'est pas une question uniquement de licence. Il ne suffit pas de déposer un fichier sur un serveur pour dire « je fais de l'open data ». Comme nous le verrons à travers les présentations, la donnée publique constitue un bien commun et l'enjeu de l'open data, c'est de la rendre accessible. La licence est naturellement importante, mais il y a aussi des aspects techniques
et des aspects de service pour faciliter la réutilisation des données. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ces éléments, c'était simplement pour introduire le sujet. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Luc qui va nous parler de l'open data à l'Eurométropole de Strasbourg. Et voilà, Luc, la parole est à toi. Merci Guillaume. Alors, merci Guillaume pour cette introduction. La démarche Open Data de l'Eurométropole, déjà effectivement s'inscrivait dans le respect de la loi pour une république numérique qui introduisait le concept d'Open Data par défaut à partir de fin 2018. Cette démarche s'inscrit aussi dans une démarche plus large qui avait commencé il y a quelques années auparavant avec le SIG et les données géographiques. On évoquait déjà les notions de culture de la donnée, de souveraineté de la donnée. Et avec la diffusion de données en masse, d'autres notions viennent compléter cette démarche, comme favoriser les nouveaux usages et rendre plus concrète la transparence de l'action publique. Alors ces éléments très généraux nous ont amené à définir quelques principes pour cette nouvelle démarche Open Data. Nouvelle démarche parce qu'on a pu s'appuyer sur le bilan d'une première expérimentation qui avait eu lieu en 2015. Alors en 2015, on était... ça a fini par quelque chose de très embryonnaire, mais qui a permis de nous conforter dans l'idée que, autant que faire se peut, la diffusion doit se faire le plus en autonomie possible par le producteur de la donnée, qu'il faut aussi privilégier l'usage des ressources projets sur passer du temps dans l'animation de la démarche, c'est prendre son bâton de pèlerin et aller voir les collègues pour expliquer ce que c'est l'open data. Et surtout qu'une fois qu'on a publié des données, il faut automatiser au maximum les mises à jour parce que sinon on aura rapidement un cimetière de données. En termes d'accès aux diffusions de données aussi, on avait beaucoup de demandes qui étaient similaires mais pas tout à fait les mêmes, et ça nous a aussi conforté dans l'idée que il faut au mieux publier du standard et pas travailler à façon à chaque fois qu'on avait une demande de diffusion. Par ailleurs, la loi parle également d'accessibilité de la donnée. Alors pour nous, il s'agit pas juste de copier l'ensemble du système d'information en ligne, mais réellement de faire utile, utilisable et utilisé. Je reviendrai rapidement sur cette notion. Et finalement, il s'agit aussi de se faire connaître auprès d'autres plateformes et donc d'être moissonnable. Donc en avril 2018, il y a eu le lancement du projet Open Data, qui a abouti en fin 2018 à la mise en place d'une plateforme basée sur la solution de l'éditeur Open Data Soft, et une plateforme qui n'est pour le coup pas qu'un entrepôt de données avec leurs métadonnées associées. Cette plateforme permet en fait différents niveaux de publication, des jeux de données plus ou moins bruts avec leurs métadonnées, des données qui sont mises plus ou moins en forme au travers de cartes, tableaux de bord et autres applications. Alors quels sont un peu les éléments qui nous ont orientés vers ce choix ? Le premier constat, c'est un constat déjà d'humilité, c'est voulait-on redévelopper quelque chose à partir de bibliothèques libres, ou à minima être en capacité d'installer et de paramétrer des outils qui seraient existants. Alors je l'évoquais tout à l'heure, notre idée était plutôt de se concentrer sur le contenu et l'animation de la démarche. Donc c'était l'avantage d'avoir ici un outil disponible sur étagère et en plus référencé à l'UGAP, ce qui a permis de faire ça très rapidement. Ça répond aussi au fait qu'on souhaitait que les producteurs soient plus acteurs que clients, et notamment en pouvant très facilement faire des publications. Alors j'ai dit que la plateforme n'est pas qu'un entrepôt, elle répond aussi à un besoin d'outils qu'on n'avait pas forcément en interne. Notre web carto était désuète, on a quelque peu détourné l'usage de la plateforme pour faire une cartothèque en ligne. Une fois qu'une donnée est publiée, elle est rediffusée sous forme de flux, elle est accessible en API, les fichiers sont disponibles dans quelques formats de fichiers standards, et tout ça c'est des choses qui manquaient un peu dans notre boîte à outils. Au final, la plateforme est une brique supplémentaire de notre écosystème existant, SI, SIG, catalogue de métadonnées, et qui est donc parfaitement interopérable vu qu'on dispose de FME comme ETL. Alors ça peut paraître
paradoxal aussi, mais la plateforme Open Data permet de diffuser des données de manière restreinte. Au final, on s'aperçoit que les premiers utilisateurs de la plateforme, ce sont nos services. Ce sont les services de la collectivité qui l'utilisent pour échanger plus facilement des données ou des informations entre eux. Et cette fonctionnalité d'accès restreint, elle est aussi au final utilisée pour alimenter des applis métiers en interne. Je prends l'exemple de certains fichiers adresses. On avait 32 interfaces qui étaient difficilement actualisables. Et maintenant, on a un jeu de données en ligne dans lesquels à chaque fois ces différentes applications vont taper. Un point intéressant aussi de cette plateforme, c'est de faciliter la consommation des données qui sont publiées par ailleurs. Par exemple, les données sirènes qu'on peut extraire et filtrer sur notre territoire et les republier sur notre plateforme, et de se faire moissonner, notamment par data.gouv ou Data Grand Est. Alors, ça marche plutôt bien, hein, avec 4 ans de recul, on peut faire un bilan assez satisfaisant. Quels sont les enjeux maintenant dans les années à venir? Alors là, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est un peu classique, parce que les enjeux sont de nature en fait. Hein. Il y a des enjeux techniques et des enjeux organisationnels. Clairement, techniquement, pour tout ce qui est publication, qu'elle soit standard ou un peu moins standard, il y a des fonctionnalités qui existent pour faire ça sans code. Donc chacun puisse se les réapproprier. Par contre, dès qu'on veut faire des modifications ou des paramétrages un peu spécifiques, il faut mettre le nez dans le code. Hein. Donc on sait faire, mais on n'est pas non plus des développeurs. Donc ça pose la question si on veut continuer de monter en charge. Et notamment si on parle de data en général à terme, faut-il vraiment des développeurs pour ça, pour aller plus loin? Quand on éditorialise par ailleurs l'ensemble de données pour qu'au final les cartes, les tables, les tableaux de bord, les graphiques soient générés facilement, on peut aussi être amené à publier pas mal de jeux de données qui semblent similaires. Alors ça complexifie un peu la maintenance pour nous et ça peut aussi introduire un sentiment d'ambiguïté pour les utilisateurs qui explorent la plateforme. Je qualifiais tout à l'heure aussi la plateforme de briques de notre écosystème. Un écosystème, c'est vivant. Donc, fatalement, à un moment donné, il faut se poser la question de l'articulation et la cohérence avec d'autres projets comme la web carto, le catalogue de métadonnées, l'évolution globale des outils du système d'information. On a aussi 2 points qui se rejoignent un peu ici à la fin, c'est hors déclaration. On ne sait pas vraiment qui utilise nos données, sauf à monitorer, à détecter des changements soudains d'appel API, ce qui introduit bien sûr un risque si on modifie ou si on met à jour des jeux de données. Il y a peut-être certaines applications qui ont les pattes en l'air. Et c'est un des paramètres qui pourrait permettre aussi d'analyser la pertinence des publications, sachant qu'on essaie toujours de trouver un équilibre en fait entre publier au maximum, ne pas se censurer, mais tout en privilégiant ce qui semble utile. Voilà pour les enjeux. Je me suis aperçu que je n'ai pas défilé, excusez-moi. Voilà pour les enjeux techniques. En ce qui concerne les enjeux organisationnels, on avait pensé au départ mettre en place un comité de publication. Alors en théorie c'est une bonne idée, c'est rarement fonctionnel. On l'avait tenté, j'ai eu les mêmes échos de collègues d'autres collectivités. En pratique, l'équivalent du comité, elle est plus informelle. C'est pas 2 personnes dans leur coin qui décident des priorités, mais on constate que sur ces démarches, finalement, on rencontre toujours un peu les mêmes collègues. Donc, on fait, sans avoir de comité stricto sensu, c'est fait de manière collégiale et on essaie d'être opportuniste sur les besoins qui peuvent émerger et voir, on est réactif s'il y a un souci. Dans les 4 dernières années, c'est arrivé une fois où il y a eu une levée de bouclier, où on a dû un peu revenir en arrière. Donc, on voit que on peut s'économiser la lourdeur d'un comité. Stricto sensu, encore une fois. Il y a la question de la data en général. Aujourd'hui, c'est le service géomatique qui assure le fonctionnement et l'alimentation de la plateforme. Donc, on est attentif à ne pas se limiter aux seules données géographiques. On nous dit aussi par ailleurs, continuer comme ça, c'est bien.
mais à un moment donné, il faudrait bien s'organiser si on veut changer de braquet et passer de la data de manière générale. Ce qui pose en filigrane la question de la politique de la donnée, hein. Une politique qui serait aussi un levier pour, alors j'aime bien reprendre ce terme anglophone, c'est évangéliser les services producteurs pour qu'ils intègrent l'aspect open data dans le cycle de vie de leurs données. Et au final, se pose aussi en filigrane la question comment calibrer l'équipe en charge des publications, ou en charge de la plateforme en tout cas. Il y a peut-être à repenser, à réfléchir, à réaffirmer quel équilibre on souhaite trouver entre producteurs qui seraient acteurs de la diffusion et producteurs qui seraient plutôt clients en mode prestation via une équipe dédiée. Voilà un peu pour notre démarche Open Data à Strasbourg. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, nous avons une question pour l'instant et j'invite les spectateurs à en poser d'autres. Donc, la question, c'est comment, concernant l'open data de l'OMS, comment vous vous y êtes pris pour automatiser la mise à jour des données? Alors là, on passe par notre ETL qui est FME. Et avec FME, donc on n'a pas encore FME Server, c'est un projet, mais par contre on a la solution de VRM qui est GTF pour gestionnaire de traitement FME. Et donc cet outil permet d'automatiser des traitements FME, tout simplement. Donc en fonction du degré du taux d'actualisation de la donnée, il y a des FME qui tournent tous les jours, il y en a qui tournent une fois par mois, d'autres une fois tous les trimestres. Et c'est remis à jour. Ils alimentent du coup la plateforme Open Data. Ok. Deuxième question, quelle implication des élus décideurs dans la démarche? Ça dépend le sens du vent, très clairement. Il y en a quelques-uns qui ont une appétence pour ça. Ils sont plus aiguillons, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a une vice-présidente de l'Eurométropole qui est très concernée par ces sujets-là et qui nous sollicite régulièrement pour faire des choses. C'est un peu plus compliqué après quand on essaie de porter des démarches plus larges, une démarche qui viendrait par le haut en fait. Et c'est pour ça qu'on a plutôt tissé un lien, un réseau avec les collègues et les services demandeurs. Ok. Et combien de personnes dans l'équipe dédiée à la plateforme Open Data à l'EMS? Alors, on est 2. Waouh, vous êtes 2. On est 2. Ben, bravo. Alors, on est 2. On est 2 qui connaissons le fonctionnement de la plateforme un peu dans le détail, qui mettons le nez dans le code, sachant que une partie de notre activité, c'est aussi de montrer aux gens comment facilement publier des données. Et donc, on est beaucoup plus de gens qui publions. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de gens, si on compte les gens qui ont publié au moins une fois. Parmi ceux qui publient régulièrement, c'est en général les autres collègues du service. Donc, il y a une vingtaine de personnes en tout. D'accord. Et quelle est la charge financière que représentent les licences Open Data Soft? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est à géométrie variable. Dans le sens où un éditeur il peut changer aussi son modèle économique. Aujourd'hui il y a 3 niveaux je crois qu'ils ont changé les offres l'année dernière, il y a 3 niveaux, on est sur le deuxième niveau et c'est un peu moins c'est autour de 30 000 euros. Ok. Et toujours une question financière, cette fois-ci pour le coût annuel. Quel est le coût annuel à la louche de votre plateforme? Alors en dehors de la licence, il y en a pas vraiment. Ok, eh ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vais redonner la parole à Guillaume. Je vais la prendre pour ne pas la garder bien longtemps, puisque du coup, je vais donner la parole à Hervé. Et puis, on vous invite de toute façon à ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure des présentations ou après, si jamais vous en avez qui viennent. Voilà, Luc, du coup, si tu es encore parmi nous, on vient d'avoir une question. Hop là. Une nouvelle question. Où sont hébergées les données? C'est en France sur les serveurs Open Data Soft. Ok.